Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier très sincèrement l'Institut de la paix et du développement de l'Université Côte d'Azur et son laboratoire de droit international et européen, et à travers eux, Madame Annie Deval et Monsieur Jean-Christophe Martin, ainsi que Daniel, de m'avoir invité à discuter avec vous de l'Organisation internationale du travail et de ses travaux. L'OIT a pendant de nombreuses années été un sujet d'étude très prisé par les internationalistes. Beaucoup y ont même travaillé. Je peux vous citer par exemple Roberto Ago, George Sell, Sir Arnold McNair ou Wilfried Jenks qui a été directeur général du BIT. Donc ce sujet d'étude s'est ensuite limité à un cercle d'initiés, comme l'a évoqué Daniel. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je peux voir aujourd'hui que l'organisation suscite à nouveau un intérêt académique, un intérêt semble-t-il grandissant, notamment à la faveur du centenaire de l'organisation qui a été célébré en 2019. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de faire une réserve d'usage que je serai peut-être, voire très certainement amené à vous refaire au cours de nos discussions. Je suis donc fonctionnaire au Bureau international du travail et les vues que j'exprime aujourd'hui ou que je pourrais exprimer sont personnelles et ne reflètent pas nécessairement les vues du Bureau international du travail ou de l'Organisation internationale du travail. Voilà qui est fait. Alors, peut-être quelques mots d'introduction sur l'OIT avant d'entrer cette fois-ci véritablement dans le vif du sujet. L'OIT est une organisation internationale publique, fondée au sortir de la Première Guerre mondiale en 1919. Elle a été établie par le traité de Versailles, et plus particulièrement par la partie 12 du traité de Versailles, qui a été élaborée par une commission de la Conférence de la paix, la Commission de la législation internationale du travail. Elle a été établie pour réaliser un programme, des objectifs qui sont exposés dans le préambule de la Constitution et qui ont été plus tard mis à jour. La création de l'organisation part d'un constat, et je cite, « Il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelle sont mises en danger. » Il était donc urgent, et je continue de citer, restez avec moi une minute puisque la liste est un petit peu longue, il était urgent d'améliorer ces conditions en ce qui concerne la réglementation des heures de travail, la fixation d'une durée maximum de la journée et de la semaine de travail, le recrutement de la main-d'œuvre, la lutte contre le chômage, la garantie d'un salaire assurant des conditions d'existence convenables, la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles, la protection des enfants, des adolescents, la défense des intérêts des travailleurs occupés à l'étranger, l'affirmation du principe à travail égal, salaire égal, ou encore le principe de la liberté syndicale, l'organisation de l'enseignement professionnel et technique. Et j'ai sauté quelques éléments de ce programme de travail. La Constitution de l'OIT porte également une idée forte de réciprocité, de la nécessité d'adopter des normes minimums uniformes pour éviter un nivellement par le bas. Bonjour. La Constitution portait donc déjà, dès 1919, l'idée de lutter contre le dumping social. Je cite à nouveau la Constitution, pour la dernière fois, je pense. La non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leur propre pays. Pour mettre en œuvre ces objectifs, l'OIT dispose de 3 outils principaux. Ces normes, la production normative, la recherche, la production de savoir, de statistiques et leur dissémination, auquel s'est greffé un petit peu plus tard l'assistance technique, que l'on appelle aujourd'hui la coopération pour le développement. C'est toute l'assistance qui est apportée aux États pour mettre en œuvre des normes et des politiques qui se conforment aux objectifs de l'OIT. Je vais insister un petit peu sur les normes internationales du travail qui sont l'outil premier de l'OIT pour réaliser ces objectifs, car elles permettent de donner à ces objectifs un contenu spécifique et précis en les transposant dans des instruments juridiques. Il existe des conventions qui sont des traités internationalement contraignants pour les États
parties au traité, donc les États qui ont ratifié ces conventions. Et il existe également des recommandations, qui sont des principes directeurs, des lignes directrices, ayant un caractère non contraignant. Les normes ont pour vocation première d'être transposées en droit national et sont le produit de deux impératifs. Un impératif universaliste, celui d'amener les conditions de travail à un niveau sensiblement équivalent au sein de tous les États membres de l'organisation. Un impératif pragmatique, qui est celui de donner la souplesse nécessaire à des textes destinés à des pays dont les conditions économiques et sociales, mais aussi les systèmes juridiques, varient considérablement. Ce souci se traduit dans le texte des conventions par le recours à une variété de clauses de flexibilité qui laissent parfois une large place à des méthodes d'application adaptées aux circonstances nationales. Nous avons aujourd'hui 190 conventions, 205 recommandations et 206 recommandations et 6 protocoles qui forment ce que l'on appelle un Code international du travail. La dernière convention en date a été adoptée en 1919, l'année du centenaire de l'organisation, et porte sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. D'autres normes récentes portent, pour vous donner quelques exemples, sur l'économie informelle, le travail forcé, la pêche, le travail maritime, ou encore le travail domestique. Au-delà d'une production normative sans commune mesure au niveau international, l'OIT dispose de deux caractéristiques qui la différencient des autres organisations internationales que vous avez peut-être étudiées au cours de vos études, le tripartisme et son système de contrôle. Le tripartisme, tout d'abord, c'est la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs aux travaux de l'organisation. Les partenaires sociaux participent sur un pied d'égalité avec les gouvernements à la gouvernance de l'organisation et, question d'intérêt pour les internationalistes, à la production de traités internationaux. Vous pouvez imaginer à quel point ce principe de fonctionnement de l'OIT en 1919 était révolutionnaire dans un monde où la souveraineté étatique était très prégnante et où la production du droit international relevait de l'apanage exclusif des États. La deuxième particularité de l'organisation est l'existence d'un système de contrôle très développé qui remonte par certains de ses aspects aux origines de l'organisation. Une fois que les normes sont adoptées, les États membres doivent, en effet, en vertu de leurs obligations constitutionnelles, les soumettre aux autorités compétentes en vue d'étudier la possibilité de les ratifier. Si cette ratification est acceptée, elle demandera certainement aux États, à moins que leurs droits soient déjà conformes aux conventions, d'adopter des lois et des règlements afin de se mettre en conformité avec leurs nouvelles obligations internationales. La bonne application de ces normes est ensuite suivie à travers un système de contrôle régulier et des procédures spéciales de réclamation et de plainte. Très brièvement, pour ce qui est du système de contrôle régulier, les gouvernements sont obligés de faire rapport devant une commission d'experts de l'application des conventions qu'ils ont ratifiées. Et c'est aussi une spécificité propre à l'OIT et une particularité notable, faire rapport des conventions, de l'application des conventions qu'ils n'ont pas ratifiées et aussi des recommandations. Plus de 3000 rapports sont attendus chaque année. Les organisations d'employeurs et de travailleurs peuvent également fournir des rapports, des commentaires sur l'application par leur gouvernement, par l'État, des conventions qu'ils se sont engagés d'appliquer. Et la commission d'experts, ensuite, produit des commentaires à son tour sur les questions fondamentales que soulève l'application par un État d'une convention particulière. Ces commentaires sont publics et se retrouvent dans un rapport annuel présenté à la Conférence internationale du travail, où il est examiné par une commission de l'application des normes pour une discussion tripartite et politique. Donc, le premier examen est technique, le deuxième est politique. La commission en question examine en pratique les questions qu'elle considère être les plus graves, parce qu'elle n'a pas le temps d'aller discuter des 3000 rapports qui sont reçus chaque année. J'aurais peut-être dû mentionner avant, je vous parle de conférence internationale du travail, donc l'OIT est composée de 3
organes principaux, 3 organes constitutionnels. La Conférence internationale du travail, qui est l'organe plénier de l'organisation, l'équivalent de l'Assemblée générale des Nations unies, composée de 187 États membres et qui se réunit chaque année. Un conseil d'administration, qui est le deuxième organe, qui est l'organe exécutif, l'organe restreint, composé d'un nombre moindre d'États membres, de travailleurs et d'employeurs également, et le secrétariat de l'organisation, le Bureau international du travail. Je reviens donc au système de contrôle. Je vous ai exposé la procédure de contrôle régulier, très brièvement. Mais en plus de ce système de contrôle régulier, la constitution de l'OIT et d'autres règles internes prévoient des procédures particulières. Je vais aller assez brièvement aussi sur ces procédures et en choisir 3. La première est la procédure de réclamation, qui est régie par les articles 24 et 25 de la Constitution et qui donne le droit aux organisations d'employeurs et de travailleurs de présenter au conseil d'administration une réclamation à l'encontre de tout État membre qui, à leur avis, n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle il a adhéré. Un comité tripartite est composé au sein du conseil d'administration. Il est composé de 3 membres et il a pour mandat d'examiner la réclamation et la réponse que peut faire le gouvernement. Cet examen, le rapport des commissions tripartites sont rendus publics et sont disponibles sur le site internet de l'OIT. C'est le premier degré, le degré le moins grave, si vous voulez, des procédures spéciales. On a ensuite une procédure de plainte qui est régie aux articles 26 à 34 de la Constitution de l'OIT, au terme desquels une plainte peut être déposée contre un État membre qui n'appliquerait pas une convention qu'il a ratifiée par un autre État membre, par un délégué à la conférence, cet organe plénier, ou par le conseil d'administration. Le conseil a alors la possibilité de nommer une commission d'enquête, également composée de 3 membres, mais 3 membres indépendants qui ne proviennent pas du conseil d'administration, et qui a pour mission de procéder à un examen approfondi de la plainte pour établir les faits et formuler des recommandations quant aux mesures à prendre par le gouvernement pour résoudre les éventuels problèmes détectés. La commission d'enquête est le niveau d'investigation de l'OIT le plus élevé et elle est généralement constituée lorsqu'un État membre est accusé de violations graves et répétées de ses obligations et qu'il a refusé à plusieurs reprises d'y apporter une solution. Une fois que les recommandations sont données par ces commissions d'enquête, le gouvernement concerné peut faire 2 choses. Il peut accepter les recommandations de la commission d'enquête ou saisir la Cour internationale de justice pour contester les faits établis ou les recommandations de la commission. Le gouvernement, ensuite, se doit de mettre en œuvre les recommandations ou éventuellement le jugement de la Cour, car la Cour n'a jamais été saisie par l'OIT sur le fondement de l'article 26. Elle a été saisie pour d'autres raisons, mais pas à la suite d'une procédure de plainte. Et si le gouvernement ne se conforme pas aux recommandations de la commission d'enquête, le conseil d'administration peut décider de sanctions. La Constitution, jusqu'en 1945, prévoyait des sanctions économiques, puis a élargi le type de mesures qui pouvaient être prises par le conseil d'administration à tout type de mesures qui pourraient permettre d'assurer, de faire en sorte que le gouvernement se conforme à ses obligations. À ce jour, seulement 14 commissions d'enquête ont été constituées et la dernière en date concerne l'application de la Convention 87 sur le principe, sur la liberté syndicale par le Venezuela et a fait l'objet d'un rapport assez détaillé publié en 2020. Le troisième mécanisme, qui est aussi intéressant du point de vue du droit international, est un mécanisme de plainte qui autorise les organisations d'employeurs et de travailleurs à présenter des plaintes en matière de liberté syndicale en application des principes contenus dans la Constitution de l'OIT, même si les États membres n'ont pas ratifié les conventions concernées. Depuis la création du mécanisme, il y a près de 60 ans, plus de 3300 rapports ont été produits par le Comité de la liberté syndicale et des évolutions positives ont été notées dans plus de 60 pays. Voilà donc une petite introduction nécessairement partielle et incomplète sur l'Organisation internationale du travail et ses travaux, avant d'entrer dans le vif du sujet.
J'ai essayé de vous présenter les caractéristiques les plus remarquables, mais je serais ravi de revenir avec vous sur certains points, si cela vous intéresse, au cours de nos discussions. Vous pouvez l'imaginer, quoi qu'il en soit, l'OIT a évolué énormément depuis 1919. Elle est aujourd'hui composée, comme je vous le disais, de 187 États membres. Ses principes fondateurs ont été adaptés à plusieurs reprises. Sa constitution elle-même a été amendée de nombreuses fois. Et l'OIT évolue aujourd'hui dans un système multilatéral qui est très différent de ce qu'il était en 1919 à la création de l'organisation. J'aimerais que l'on s'interroge sur ce qu'a fait l'organisation et ce qu'elle peut faire pour rester pertinente plus d'un siècle après sa création, dans un contexte nouveau, voire plutôt des contextes nouveaux, celui du multilatéralisme, de la crise du multilatéralisme et le contexte de la mondialisation. Vous le savez, l'un des défis fondamentaux pour l'avenir et la pérennité du multilatéralisme se trouve dans la capacité des organisations internationales à offrir une réponse solide aux critiques formulées à l'encontre d'un système multilatéral, souvent perçu comme favorisant, ou du moins comme étant impuissant, face aux dérives de la mondialisation. Nous pouvons penser à la déréglementation sociale, au nivellement par le bas. Le professeur Suppiot a également analysé le changement systémique opéré par le système multilatéral entre les moyens et les objectifs ultimes des politiques internationales. Alors qu'au terme de la déclaration de Philadelphie, adoptée par l'OIT en 1944, l'économie et la finance ne sont conçues que comme des moyens au service de l'homme, la mondialisation a, dans une certaine mesure, et je cite Alain Suppiot, inversé la hiérarchie des fins et des moyens. L'économie ne serait plus façonnée pour satisfaire les besoins humains, mais le capital humain serait ajusté aux politiques économiques et financières. Vous le savez tous, une des réponses aux condamnations exprimées à l'encontre d'un tel système multilatéral est de se retirer, d'affaiblir le système, parce que l'outil, les organisations internationales, est souvent confondu avec les politiques ou leurs faiblesses. La coopération au cas par cas, bilatérale, fondée sur l'intérêt immédiat, est souvent privilégiée au détriment d'un sens plus large d'un bien commun international. Et comme le démontre la crise actuelle, de la capacité de la communauté internationale à offrir des réponses efficaces aux défis mondiaux. Dans ce contexte, le rôle fondamental du multilatéralisme a été récemment réaffirmé par le Bureau international du travail. Je cite, « Les mobilisations généralisées de l'opinion publique dans le monde ainsi que les manifestations de colère et de mécontentement à l'égard des institutions et des acteurs établis de la vie publique peuvent, dans une large mesure, être attribuées aux échecs des politiques, précisément là où le multilatéralisme a un rôle clé à jouer, dans la réduction des inégalités, dans la lutte contre le changement climatique, dans l'extension de la sécurité humaine, dans la protection des droits de l'homme, dans la gestion de la mobilité humaine et dans l'offre de possibilités de travail décent pour tous. Dans cette perspective, ce qui ressemble à un rejet du multilatéralisme pourrait être compris comme un appel de nous, les peuples, pour que le multilatéralisme fasse mieux son travail. En somme, il s'agit de renforcer, pour le BIT, de réformer le multilatéralisme plutôt que de le rejeter. Quel peut être le rôle de l'OIT à cet égard? Je vous invite à regarder les textes fondamentaux de l'OIT, et notamment la déclaration de Philadelphie que j'ai commencé à évoquer. Cette dernière, comme je vous le disais, affirme clairement que toutes les politiques, qu'elles soient nationales ou internationales, ne doivent être conçues que dans le but de promouvoir la justice sociale. Elle donne d'ailleurs à l'OIT un mandat clair pour veiller à ce que les politiques et mesures intégrantes d'un traité international ratifié par 187 États membres, c'est-à-dire ratifié de façon quasi universelle. La déclaration offre incontestablement une voie claire à emprunter. Il est cependant tout aussi incontestable qu'à l'approche du 80e anniversaire de la déclaration, elle a été adoptée en 1944, la justice sociale n'est pas encore devenue ou redevenue l'épine dorsale des politiques internationales dominantes. Le professeur Klabers a estimé à cet égard que l'OIT
ainsi que d'autres organisations internationales associées à des aspirations politiques qui ne sont plus jugées aussi pertinentes dans un monde dominé par le néolibéralisme, ont été quelque peu marginalisées et ont perdu une partie du glamour, ce sont ces termes, qu'elles avaient autrefois. L'une des principales hypothèses avancées par le professeur Klabers pour expliquer cette marginalisation est que, contrairement aux institutions financières internationales et l'OMC, l'OIT n'a pas réussi à développer ce qu'il appelle un sens aigu du Zeitgeist, un terme allemand qui peut être défini comme le climat intellectuel, moral et culturel dominant d'une époque. On ne peut que concéder qu'à partir des années 90, ce Zeitgeist a favorisé la déréglementation au détriment du réformisme social promu par l'OIT. Et les institutions internationales également de même sensibilité. Néanmoins, les critiques actuelles peuvent offrir une occasion unique à ces organisations de démontrer qu'elles ont peut-être eu raison de ne pas prendre le train de l'esprit du temps, le train du Zeitgeist, mais plutôt de chercher à contribuer à sa redéfinition. L'OIT a pu conserver une voie alternative, dont nous parlerons dans les minutes qui suivent, qui se révèle aujourd'hui précieuse pour l'élaboration d'une réponse aux grandes crises. Mais au-delà de la réaffirmation des principes contenus dans la déclaration, je souhaite examiner avec vous deux grands axes des travaux de l'organisation. Tout d'abord, la production normative, et ensuite, les efforts faits par l'organisation et la communauté internationale en vue d'une cohérence des politiques et des normes internationales. Si nous avons un peu de temps, j'évoquerai brièvement la question également de la légitimité institutionnelle des organisations internationales. Sur la pertinence des normes de l'OIT, tout d'abord, j'ai profité de mon introduction pour vous donner quelques éléments sur les normes produites par l'OIT. En 100 ans, l'organisation a adopté plus de 400 normes. Comme vous pouvez l'imaginer, certaines d'entre elles ne sont plus véritablement pertinentes aujourd'hui. Et ce, pour plusieurs raisons. L'approche d'origine de l'OIT était de réglementer des questions de façon très fragmentée. Je peux citer, parmi beaucoup d'autres normes, et pour vous donner quelques exemples, la Convention numéro 8 sur les indemnités de chômage en cas de naufrage des navires, la Convention numéro 20 sur le travail de nuit dans les boulangeries, la recommandation numéro 16 sur le logement et le couchage dans l'agriculture, et la Convention 49 sur la réduction de la durée de travail dans les verreries à bouteilles. L'OIT a depuis adopté une approche normative beaucoup plus intégrée, beaucoup plus large, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Certaines approches régulatrices sont par ailleurs complètement dépassées aujourd'hui. Il suffit de mentionner les conventions sur le travail de nuit des femmes et sur le travail dans les mines, qui, afin de protéger les femmes de conditions de travail difficiles, avaient fait le choix d'interdire ce travail. Pas besoin de développer beaucoup plus pour voir que cette approche n'est plus du tout conforme aux grandes normes de droit international. D'autres normes sont obsolètes parce qu'elles couvraient des métiers qui n'existent plus. Je peux vous citer la Convention 15 sur l'âge minimum des soutiers. Les soutiers étant des matelots qui étaient chargés à l'époque d'alimenter en charbon les chaufferies des navires. Au-delà de ces normes aujourd'hui anecdotiques, il est surtout essentiel de prendre conscience que l'idéal de progrès social n'est pas fixé dans le temps, qu'il est en perpétuelle évolution. Le but ultime, le point d'arrivée d'une génération, peut très bien constituer le point de départ de la génération qui suit. Dans cette perspective, l'OIT a adopté en 1997 un instrument d'amendement à la Constitution qui a doté l'organisation de la capacité d'abroger et de retirer des normes obsolètes, des conventions et des recommandations obsolètes. Cet instrument d'amendement a mis quelques années à entrer en vigueur. Il est entré en vigueur, il me semble, en 2014 ou 2015. Et en 2015, un mécanisme d'examen des normes a été créé par l'OIT pour examiner les normes, l'ensemble des normes, afin de s'assurer que le corpus normatif de l'OIT soit robuste et adapté au modèle en constante évolution du monde du travail. Son but est dual: proposer l'abrogation et le retrait de conventions ou de recommandations que le mécanisme considère obsolètes et identifier des lacunes dans la législation internationale du travail
qui demanderait une nouvelle régulation de la part de la Conférence internationale du travail. Ces travaux ont conduit jusqu'à présent à beaucoup d'abrogations et de retraits, mais à peu de propositions de nouvelles réglementations. Les retraits et abrogations sont pourtant essentiels, car ils permettent d'une part une plus grande clarté du corpus juridique de l'OIT, et d'autre part de permettre à l'organisation de se concentrer sur les normes à jour. Une norme abrogée n'appellera plus à ce titre des rapports de la part des États, les rapports dont je vous parlais. Ce mécanisme est novateur d'un point de vue du droit international et renforce le caractère législatif du travail de la conférence, car la conférence peut décider d'abroger des conventions alors que celles-ci sont encore en vigueur pour certains États membres, même si ces États membres ne sont pas d'accord avec l'abrogation. Mais surtout, dans le cadre de notre réflexion, le mécanisme est important car la mise à jour du corpus normatif doit permettre une meilleure visibilité, une plus grande clarté et un plus grand impact des normes sur les questions sociales. Il ne s'agit pas cependant seulement d'abroger des normes. Pour rester pertinente dans le cadre de la mondialisation, l'OIT se doit adopter des normes pertinentes et à jour. C'est ce que l'organisation s'est efforcée de faire pour réguler le travail maritime. Industrie par définition globale et dont les problèmes ne peuvent être abordés de façon effective qu'à travers une régulation universelle. En 2006, l'OIT a adopté la Convention sur le travail maritime, que l'on appelle plus communément la MLC, qui est l'acronyme du nom anglais de la Convention, Maritime Labour Convention. Elle l'a adoptée en vue d'énoncer le droit des marins, qui sont appelés dans la Convention les gens de mer, à des conditions de travail décentes et pour contribuer à l'instauration de conditions de concurrence équitables entre les armateurs. La MLC présente 4 caractéristiques notables. En premier lieu, elle est venue remplacer et mettre à jour plus de 60 conventions et recommandations maritimes adoptées par l'OIT entre 1919 et 1990. C'est donc un exercice de codification sans précédent et de mise à jour sans précédent d'un corpus normatif qui a été développé au cours de près d'un siècle. En deuxième lieu, elle a été conçue en vue d'être universellement applicable. Les raisons d'adopter la MLC étaient nombreuses. Il arrive souvent que sur les navires battant le pavillon d'un pays qui n'exerce pas de façon effective une juridiction, un contrôle sur les navires, comme l'exige le droit international, les gens de mer soient obligés de travailler dans des conditions inacceptables. Or, la MLC permet aux États du port d'inspecter les navires qui entrent sur son territoire en vue de faire une escale, afin de vérifier que ces navires se conforment aux prescriptions de la MLC. En pratique et en droit, donc, l'application de la MLC a été étendue à l'ensemble des navires, car la MLC a été assez largement ratifiée, que ceux-ci soient sous un pavillon d'un État qui ait ratifié ou non la MLC. En troisième lieu, la MLC prévoit un mécanisme d'amendement simplifié qui rend sa mise à jour plus aisée. Une commission a été créée en vue de suivre en permanence l'application de la Convention et d'examiner des propositions d'amendement soumis par les États parties. 3 séries d'amendements ont été adoptées à ce jour. Et pour vous donner un exemple, l'un d'entre eux portait sur le traitement des marins captifs en cas d'acte de piraterie. On s'est rendu compte que c'était un problème, que les salaires n'étaient plus nécessairement payés ou versés aux familles, que les contrats de travail expiraient. Et certains États membres ont proposé un amendement en vue de remédier à ce problème. En vue de la 4e réunion de cette commission de la MLC en avril prochain, 12 amendements ont été proposés, ce qui est sans précédent. Et ces amendements cherchent à tirer les leçons de la crise du Covid et des lacunes qui ont été mises à jour par la pandémie. Vous voyez donc que c'est un instrument très dynamique qui permet à l'organisation d'adapter très vite le droit maritime à des contextes nouveaux.
La MLC est enfin une norme qui s'intègre parfaitement au droit maritime international, étant destinée à être le 4e pilier de la réglementation internationale du secteur maritime, en complément des conventions fondamentales de l'Organisation maritime internationale, à savoir la SOLAS, la STCW, la convention MARPOL. Donc, l'adoption de la MLC, comme je vous le disais, a été considérée comme un grand succès, cette convention étant très largement ratifiée et appliquée. Elle montre donc que la régulation internationale peut être ou est un des moyens majeurs dont dispose l'organisation pour traiter de problèmes intrinsèquement internationaux. L'ancien conseiller juridique du BIT, Francis Maupin, a souligné la nécessité pour l'OIT, pour rester pertinente et atteindre ses objectifs, de répondre aux besoins nouveaux de régulation et de transposer ces objectifs et principes dans des normes internationales du travail en donnant un contenu spécifique et précis à la justice sociale. Il existe des débats au sein de l'organisation et en dehors sur les besoins actuels en matière de régulation. Pour certains observateurs, le Code international du travail couvre presque tous les éléments fondamentaux de la justice sociale. Il ne s'agirait plus donc d'adapter les normes existantes pour rester pertinentes face aux changements structurels, technologiques, économiques ou politiques de notre époque. Pour d'autres, plusieurs sujets nécessiteraient une nouvelle réglementation ou une mise à jour substantielle des normes existantes. Par exemple, on peut penser à l'ubérisation et la flexibilisation du travail, aux conditions des travailleurs migrants, aux juridictions du travail ou encore aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Sur ce dernier point, un débat existe sur l'opportunité de réguler spécifiquement les chaînes d'approvisionnement. Une partie des mandants de l'OIT a estimé qu'il n'y avait pas de vide réglementaire à combler au niveau international en raison des chaînes d'approvisionnement. La mise en œuvre intégrale des normes existantes serait tout à fait adéquate pour traiter les questions de travail décent dans toutes les circonstances du travail, y compris dans les chaînes d'approvisionnement. Pour d'autres, en revanche, les règles actuelles ne sont pas suffisantes dans la mesure où les chaînes d'approvisionnement se caractérisent par une dissociation de la responsabilité et du lieu d'exercice du pouvoir des entreprises. Il faudrait donc reconnecter le pouvoir et la responsabilité par le biais d'une distribution ou du moins d'un garant de cette responsabilité. Il est intéressant de noter d'ailleurs que ce débat ne porte pas seulement sur l'opportunité de réguler, sur le fond de la question, que doit-on réguler, mais aussi sur la forme, comment doit-on réguler. Selon le professeur Klaber, ça nous voit, la réglementation internationale connaît aujourd'hui une tendance à privilégier les approches non contraignantes, que l'on appelle communément la soft law, au détriment d'approches plus classiques de production de traités internationaux. Pour continuer sur les chaînes de valeur, le Parlement européen a pu souligner que, selon lui, l'approche volontaire a, depuis plusieurs décennies, encouragé les multinationales à assumer la responsabilité dans leur chaîne d'approvisionnement. Mais cette approche volontaire n'est pas suffisante. Elle ne garantit pas, pour le Parlement européen, des conditions de travail, des conditions de concurrence équitables, n'offre aucun recours aux victimes de violations et peut même générer des désavantages concurrentiels pour les entreprises qui décident de mettre en place des normes de diligence raisonnables. L'Union européenne envisage actuellement l'adoption d'une norme, d'une directive, je crois, de diligence raisonnable, unique et contraignante, applicable à toutes les entreprises actives sur le territoire européen et qui proposerait une approche de mise en œuvre similaire à celle du règlement sur la protection des données personnelles. Au-delà de la réglementation traditionnelle, toutefois, l'OIT a dû adopter d'autres approches que la production de conventions et de recommandations. Alors, je pourrais citer beaucoup de travaux, mais je pense que l'exemple de la déclaration de 98 sur les principes et droits fondamentaux vous intéressera. Lorsque l'on s'est aperçu dans les années 90 que la croissance économique par elle-même était impuissante à atteindre les objectifs de justice sociale, voire créer de l'injustice ou des inégalités, un débat s'est tenu à l'OMC sur l'opportunité d'insérer dans les normes commerciales des clauses sociales afin de lier le commerce et le travail. Ces débats n'ont pas abouti et l'OIT a adopté
en réponse aux réalités de la mondialisation de l'économie, un véritable socle minimal au niveau mondial, si vous voulez, des règles du jeu de la mondialisation, à travers cette déclaration de 98. Celle-ci consacre l'obligation des États membres de l'organisation, en vertu de la Constitution, à respecter, promouvoir et réaliser un certain nombre de principes et de droits fondamentaux, même lorsque les États membres n'ont pas ratifié les conventions correspondantes. Ces catégories sont au nombre de 4 aujourd'hui. Elles comprennent la liberté syndicale, la non-discrimination, l'interdiction du travail des enfants et du travail forcé. L'OIT discute en ce moment de la possibilité d'insérer comme cinquième droit et principe la santé et la sécurité au travail. Et cette décision pourrait être prise en 2022 à la Conférence internationale du travail. L'engagement est renforcé par des procédures de suivi. Les États membres qui n'ont pas ratifié une ou plusieurs conventions fondamentales doivent rendre compte chaque année des progrès réalisés du point de vue des 10 droits ou principes, en spécifiant quels sont les obstacles à la ratification, ainsi que les domaines où une assistance de la part de l'OIT s'avérerait nécessaire. Et ce suivi a permis d'aboutir à une explosion des ratifications des conventions fondamentales, qui sont pour la plupart quasiment universellement ratifiées. Elle a également conduit à la multiplication des références de normes des normes de l'OIT dans des instruments extérieurs à l'organisation. Et ceci m'amène au deuxième grand axe de cette présentation, qui est celui de la cohérence normative et politique de l'action des organisations internationales. La cohérence est peut-être l'un des plus grands défis à relever pour répondre aux crises actuelles et futures. Un grand défi non seulement en raison des complexités découlant de la configuration institutionnelle actuelle, où les organisations internationales sont indépendantes, j'entends indépendantes les unes des autres, disposent de leur propre texte constitutif, organes de gouvernance, mandats, normes et politiques, mais aussi essentiel parce que cela pourrait être l'une des voies les plus efficaces pour atteindre les objectifs fixés dans la Déclaration de Philadelphie, cet objectif d'intégration. Pendant plusieurs décennies, les objectifs économiques et sociaux ont été traités de manière quelque peu indépendante. Or, ces questions sont étroitement liées et doivent être abordées avec un certain degré d'intégration. Très récemment, une commission mondiale sur l'avenir du travail, constituée d'une vingtaine d'experts et constituée en vue de préparer la conférence du centenaire, avait recommandé à cet égard d'établir des liens beaucoup plus forts entre les institutions de Bretton Woods, l'OMC et l'OIT, des institutions qui permettraient une meilleure intégration des politiques commerciales, financières et économiques et sociales. La déclaration du centenaire a repris les recommandations de la Commission mondiale et a appelé l'OIT à ce titre à renforcer sa coopération avec d'autres organisations internationales et notamment les institutions financières internationales en vue de promouvoir la cohérence des politiques en faveur de son approche de l'avenir du travail centrée sur l'humain, qui était la grande approche de la déclaration du centenaire de l'organisation. Il est vrai qu'à ce jour, il n'existe pas d'accord général de coopération entre l'OIT, l'OMC, la Banque mondiale et le FMI, alors que l'OIT a conclu de nombreux accords de coopération avec d'autres organisations du système des Nations unies. Ces accords formalisent le dialogue institutionnel, la représentation, la participation réciproque aux réunions de gouvernance et aux réunions techniques des organisations internationales, formalisent l'échange d'informations et établit des programmes, des priorités de coopération entre les institutions internationales. Francis Maupin avait par ailleurs identifié un autre niveau d'amélioration sur lequel l'OIT peut agir. Plus seulement le dialogue interinstitutionnel, mais une meilleure cohérence des États dans leur prise de position au niveau national ou international. Il s'agit de demander aux États d'assurer cette cohérence dans les positions qu'ils peuvent prendre à l'OMC, à la Banque mondiale et à l'OIT.
Il s'agit en fait d'une cohérence entre les ministères, puisque souvent, ce qu'on peut voir, c'est que le ministère du Travail va parler à l'OIT, le ministère des Finances à la Banque mondiale, et ainsi de suite. Un long chemin reste pourtant à parcourir pour parvenir à une véritable cohérence. Et je vous renvoie à un article récemment publié par Philip Alston, dans lequel il a mis en évidence les oppositions parfois frappantes entre des rapports contemporains produits sur l'avenir du travail par l'OCDE, la Banque mondiale et l'OIT. Ces rapports sont essentiels car ils traitent d'un sujet majeur en vue des transformations rapides du monde du travail, et les approches ne sont pas du tout les mêmes. Bien sûr, insister sur la cohérence suppose aussi pour l'OIT, comme pour les autres institutions, d'accepter d'être influencé par les autres organisations internationales. Des efforts ont indéniablement été faits en matière de cohérence internationale. L'OIT est aujourd'hui invitée, et ce depuis 2009, aux réunions du G7 et du G20. Plus récemment, la déclaration tripartite sociale du G7 a appelé l'OIT et les institutions internationales à une plus grande cohérence de leurs actions et une coopération en vue d'une intégration plus poussée des normes internationales dans l'ensemble des politiques et des programmes de financement internationaux et le commerce. L'intégration plus poussée des normes internationales du travail, pour reprendre les termes du G7, est en réalité un processus qui a déjà été enclenché, notamment à la faveur de l'adoption de la déclaration de 98, dont je vous ai fait part un peu plus tôt. Ce processus comporte cependant un certain nombre de risques. On peut noter la prolifération des normes internationales et transnationales en matière de travail, établies en dehors des procédures formelles de l'OIT. Ces normes se retrouvent de plus en plus dans les accords de libre-échange, les accords en matière d'investissement, les documents et politiques et conditionnalités des institutions financières internationales, les documents produits par les entreprises multinationales, la responsabilité sociale des entreprises, les documents produits également, les normes en matière de droits de l'homme, et je peux citer le projet de traité international sur les entreprises et les droits de l'homme, qui fait référence à de nombreuses conventions de l'OIT. La Convention 29, la Convention 105 sur le travail forcé, la Convention 182 sur les pires formes de travail des enfants, et dans un projet récent, la Convention 190, adoptée récemment, sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. L'incorporation de normes dans des instruments extérieurs à l'OIT peut représenter une opportunité formidable pour l'organisation d'étendre de façon très concrète l'application des normes à de nombreux travailleurs. Dans la perspective de nos discussions, cette incorporation signifie de manière très concrète que les normes sociales sont appelées à jouer un rôle direct dans certains aspects de la mondialisation, et notamment dans le commerce. Un lien est fait dans certains accords de libre-échange entre le commerce et le travail. Cependant, cette incorporation n'est souhaitable que dans la mesure où les normes sont appliquées de façon cohérente et s'inspirent directement ou transposent les normes adoptées par l'OIT. La prolifération de normes transnationales en matière de travail risque par ailleurs d'aboutir à une véritable fragmentation, par ailleurs, des normes transnationales et internationales, risque d'aboutir à une fragmentation, à des conflits, à une concurrence aussi bien normative qu'institutionnelle. L'incorporation des normes de l'OIT dans des instruments non contraignants, tels que ceux portant sur la responsabilité sociale des entreprises, peut également, comme le professeur Suppiot l'a relevé, aboutir à un risque de ce qu'il appelle un self-service normatif, où les entreprises peuvent choisir les normes à incorporer, peuvent les interpréter et peuvent aussi certifier elles-mêmes de la bonne application des normes qu'elles ont choisi d'incorporer dans leurs documents de politiques internes. La cohérence doit donc se réaliser à deux stades, dans l'incorporation des normes et dans leur interprétation. Pour ce qui est de l'incorporation, certaines des recettes exposées plus haut, c'est-à-dire un plus grand dialogue institutionnel, pourraient permettre de viser à une plus grande cohérence. La question de l'interprétation, elle, supposerait une véritable centralisation des exercices d'attribution du sens.
Comme l'a dit Georges Abissab dans son cours de l'AE en 1997, à chaque niveau de densité normative correspond à un certain niveau de densité institutionnelle permettant aux normes d'être mises en œuvre de manière satisfaisante. Quel est ce niveau de densité institutionnelle? Alors, il y a beaucoup de choses à dire et je vais malheureusement devoir aller très vite là-dessus, mais l'interprétation au sein de l'OIT peut se faire par plusieurs voies. Le Bureau international du travail est parfois appelé à donner son avis sur le sens et la portée des conventions internationales du travail. Et c'est fait souvent dans le cadre de l'examen par les États membres de la possible ratification des conventions. Les États cherchent à obtenir des clarifications sur le sens d'une disposition ou découvrent des problèmes d'application et souhaitent des clarifications de la part du Bureau. L'interprétation peut aussi se faire par les organes de contrôle de l'OIT, notamment la commission d'experts, qui, dans l'examen de la bonne application des normes, peut devoir se prononcer sur le sens à attribuer à des dispositions particulières. La constitution de l'OIT aussi prévoit la possibilité de renvoyer des questions d'interprétation à la Cour internationale de justice, qui est aujourd'hui la seule qui a le mandat pour rendre des interprétations contraignantes, des interprétations faisant autorité. Les interprétations dont je vous ai parlé, du bureau ou des différents organes de contrôle, ne sont pas contraignantes pour les États membres de l'organisation. Mais j'aimerais cependant attirer votre attention, dans le temps qui nous reste, sur les discussions portant sur la création d'un possible tribunal maison, un tribunal interne à l'organisation. Depuis une réforme constitutionnelle de 1946, un article 37.2 de la Constitution prévoit la possibilité d'instituer un tribunal international qui serait compétent pour connaître de toute question ou différend en lien avec l'interprétation d'une convention adoptée par l'OIT. Depuis 1946, ce sujet est revenu régulièrement sur la table et les modalités d'une telle institution ont été largement discutées. Pensons par exemple à la sélection des juges, au caractère permanent ou ad hoc du tribunal, à la procédure, au droit de recours, au droit d'intervention, à l'effet des sentences, à la relation avec les organes du système de contrôle, ou encore à la possibilité d'instituer une procédure de questions préjudicielles avec d'autres juridictions ou institutions internationales, procédure sur laquelle je reviendrai également brièvement. Un projet de statut avait même été préparé par le BIT en 2014, mais le conseil d'administration avait estimé que la discussion était quelque peu prématurée, jusqu'à récemment où le sujet a été remis sur la table par le conseil d'administration dans le cadre d'une réflexion plus large sur les moyens que peut mettre en œuvre l'organisation pour assurer une plus grande sécurité juridique. Les vues sur les fonctions et avantages de ce tribunal ont également évolué au fil du temps. L'adoption de l'article 37.2 de la Constitution en 1946 s'est justifiée par l'incertitude qui existait sur la possibilité pour l'OIT d'avoir recours à la Cour internationale de justice qui venait de succéder à la Cour permanente de justice internationale. Et le conseil d'administration a estimé qu'il était souhaitable pour l'OIT d'avoir un mécanisme en place en cas de difficulté ou de différend portant sur l'interprétation d'une convention. Bon, l'accès à la Cour a été garanti et l'OIT s'est retrouvé avec cet article 37.2. Donc, on a ensuite estimé que le tribunal pourrait se prononcer sur des questions plus techniques et qu'on laisserait les questions qui ont des portées plus systémiques, qui iraient au-delà de l'Organisation internationale du travail, à la Cour internationale de justice. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces discussions, mais pour en revenir à notre sujet, le tribunal, dans le contexte de la prolifération des normes, pourrait aussi être vu comme un moyen d'assurer une plus grande cohérence de l'interprétation des normes. Là, j'exprime des vues très, très personnelles. Cette plus grande cohérence, cette plus grande visibilité des normes pourrait se faire de deux façons. Une façon indirecte, en se prononçant sur un tribunal créerait une jurisprudence internationale qu'il serait très difficile d'ignorer pour les acteurs qui décident d'incorporer des normes de l'OIT ou pour les tiers
qui peuvent se voir confier la responsabilité d'interpréter une norme incorporée dans un accord de libre-échange, un accord d'investissement ou autre. En d'autres termes, un tribunal maison pourrait accroître la visibilité des normes de l'OIT en dehors de l'organisation. Il existerait aussi une façon directe d'assurer la cohérence. La France avait porté l'idée que le tribunal pourrait recevoir des questions préjudicielles d'autres juridictions ou d'autres organes quasi-judiciaires, d'autres institutions, à chaque fois qu'une question portant sur l'interprétation d'une convention internationale du travail pourrait se poser. Donc, on aurait une sorte de centralisation de toutes les questions d'interprétation qui seraient renvoyées au tribunal, et ce qui permettrait d'assurer une grande clarté et sécurité juridique afin de s'assurer que les normes soient appliquées de manière cohérente dans plusieurs domaines du droit international et du droit transnational, et permettrait ainsi de répondre aux défis de la mondialisation en assurant un corpus normatif solide et clair. Voilà, donc j'aurais pu également vous parler des efforts faits aujourd'hui par l'organisation en vue de démocratiser sa gouvernance et d'accroître la légitimité de son action. Très brièvement, une résolution a été adoptée cette année pour promouvoir la ratification d'un amendement de 1987, donc qui a été adopté il y a un certain moment, et qui prévoit la suppression des postes quasi permanents au conseil d'administration. On a 10 postes qui sont réservés aux membres ayant l'importance industrielle la plus considérable. Alors, les postes sont permanents, les États peuvent remplacer les détenteurs de ce poste. En 1919, on mesurait les membres ayant l'importance industrielle la plus considérable à travers un certain nombre d'indices, la longueur des chemins de fer, le nombre de navires, d'usines dans un pays. Aujourd'hui, c'est un peu moins glamour, c'est le PIB des États qui est pris en compte. Cet amendement a connu un rebond de ratification et pourrait éventuellement entrer en vigueur dans un futur relativement proche. Mais bon, c'est une question assez large et qui nécessiterait d'entrer dans le détail, et je pense qu'il est peut-être plus intéressant de laisser du temps pour les questions. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention.